Je m'appelle Christophe Lenédic, je suis biologiste, j'ai 59 ans, j'habite dans la région d'Orbe, un petit village entre Orbe et Romainmoitier. J'ai la chance de travailler depuis plus de 30 ans dans la réserve naturelle de la Grande Carissey, ce qui est une grande chance quand on est biologiste de pouvoir accéder à un endroit pareil, qui est vraiment un site naturel magnifique. La Grande Carissey, c'est le plus grand marais lacustre de Suisse, c'est donc une réserve naturelle très grande qui fait 3000 hectares, donc à peu près 6000 terrains de football, donc ça donne un peu une idée de sa dimension. C'est un site qui est classé d'importance internationale, notamment pour les oiseaux. On a en hiver en particulier des grosses populations d'oiseaux d'eau. Ce site il héberge un quart de la faune et de la flore de Suisse, donc ça représente à peu près 10 000 espèces d'animaux et 1000 espèces de plantes environ. Plus que ça, beaucoup de ces espèces sont des espèces rares parce que les marais ils ont beaucoup diminué en Suisse à cause de ces 150 dernières années, à cause d'assèchement, de drainage, de construction de choses sur ces marais. Donc les espèces qui vivent maintenant dans la Grande Carissey sont des espèces rares parce que leurs habitats sont devenus rares. Donc c'est un peu une arche de Noé pour ces espèces-là. D'un point de vue géographique, ça commence à Grandson et ça fait toute la rive sud-est du lac Neuchâtel jusqu'à Neuchâtel. Après, on est vraiment morphologiquement sur des choses très différentes entre la rive sud et la rive nord. La rive nord, c'est plutôt des galets, une pente du lac qui descend assez vite. Puis sur la rive sud, on est sur des rives sableuses avec un fond assez plat. La correction des eaux du Jura, c'est en fait les travaux humains qui ont créé un peu par inadvertance la Grande Carissey, parce qu'en fait la Grande Carissey n'existait pas avant la première correction des eaux du Jura. C'est l'abaissement du lac de Neuchâtel de 3 mètres qui a fait apparaître en fait cette rive. On peut dire que c'était quelque chose qui n'était pas prévu par les ingénieurs qui ont fait la correction des eaux du Jura. C'était pas du tout le but à l'origine. Le but c'était de mettre en culture les plaines entre Neuchâtel, Bienne et Morat, entre les 3 lacs. Et puis, disons, compensation écologique involontaire, d'un seul coup, il y a la Grande Carissey qui est apparue. Le grand marais qui était à la place de ces plaines a disparu, mais la Grande Carissey est apparue en compensation. Donc c'était involontaire, mais heureux pour la faune et la flore des marais. En fait, il y a eu un autre grand projet qui a déclenché toute la protection, c'est le projet d'autoroute A1 qui relie Yverdon à Morat. Cette autoroute, il devait passer à l'origine par les réserves naturelles de la Grande Carissey, enfin qui n'étaient pas encore des réserves naturelles. Et puis là, il y a eu une grosse opposition des milieux de protection de la nature en Suisse contre ce projet d'autoroute, avec un gros succès, 4 millions de francs récoltés, 500 000 signatures contre l'autoroute et pour la protection de la Grande Carissey. Et c'est en 1982 à peu près que ça aboutit et que l'association a été créée. Donc l'association, elle est mandatée par les cantons, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, et par la Confédération pour gérer les zones naturelles de la Grande Carissey. Donc c'est une association un peu particulière, en fait c'est une association un peu parapublique si on veut bien, avec des financements parapublics. Et notre mission, c'est d'une part entretenir ces réserves naturelles pour qu'elles gardent leur valeur à long terme, leur valeur biologique, faire des monitorings de la faune et de la flore, donc suivre la faune et la flore pour s'assurer que tout se passe bien, que les espèces sont conservées dans ce site. Et puis il y a un mandat aussi d'information du public, accueillir le public dans ces réserves, l'informer, essayer de mettre tout ce qu'on peut de côté pour que cette rive reste conservée à long terme. Dans les réserves naturelles de la Grande Carissey, il y a beaucoup de chemins qui sont ouverts au public. Celui-là, par exemple, c'est un chemin qui relie Yverdon à Yvonand. C'est un chemin balisé tourisme pédestre. Et puis, donc il est aménagé par endroits. Quand on est dans des endroits un peu plus mouillés, on a des petites passerelles qu'on a aménagées au cours du temps. Et donc c'est des chemins qui sont bien fréquentés par le public. Ça permet de se balader librement dans la réserve. Je pense qu'une des choses intéressantes, c'est au printemps, c'est l'ambiance sonore avec les oiseaux qui chantent partout. Donc là, on a vraiment, il faut venir au mois de mai, ici, au moment où tous les oiseaux chantent, c'est vraiment encore plus spectaculaire que dans d'autres endroits où en forêt on entend les oiseaux, mais là c'est encore plus spectaculaire, il y a beaucoup d'espèces qui chantent. Après, c'est pas... La Grande Carissey, c'est pas un parc national africain où vous voyez des lions, des girafes, et la faune est plus discrète. Il faut être des fois un peu attentif aux petites choses qu'on peut voir. On se trouve dans un endroit assez bruyant. C'est en fait la route cantonale entre Yverdon et Yvonand. C'est une route qui a la particularité de traverser la réserve. Donc on est entre les forêts de la réserve et puis la partie des marais.
Et c'est une route qui pose des problèmes au niveau de la faune, notamment au niveau des batraciens, parce que quand ils essayent de traverser la route, ils peuvent se faire écraser sur la route. Donc il y a des passages qui ont été aménagés sous cette route à l'époque, à partir des années 80, pour permettre aux grenouilles de passer, aux grenouilles et crapauds de passer de l'autre côté. On voit ici un panneau qui explique un peu ce système. Donc on a pu stabiliser comme ça la population de batraciens qui existait à l'époque, mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse diminution. Et puis il y a aussi la voie de chemin de fer qui crée aussi un obstacle pour les batraciens. Ça a l'air de rien, mais un rail à franchir pour les grenouilles n'ont pas le réflexe de sauter par-dessus par exemple. C'est un réflexe de fuite, elles n'ont pas le réflexe de sauter un rail, donc elles vont longer jusqu'à ce qu'elles puissent trouver un truc. Les crapauds, même chose, ils ne sautent pas. Et tritons, encore moins. Donc il y a eu des aménagements qui ont été faits avec les CFF pour permettre aux batraciens de passer. Et puis en même temps, ici sur la route, il y a ces passages sous la route qui permettent aux batraciens de passer. C'est un endroit incroyable, quoi. En ayant un peu visité la Suisse, il n'y en a pas beaucoup des endroits vraiment avec une qualité de nature comme ça. Il y a des fois où justement je suis dans une des réserves, je me promène et puis voilà, et puis d'un seul coup je me dis mais waouh, en plus je suis payé pour faire ça, c'est tellement magnifique de cette mission de conserver cette zone. La Grande Caïssé est équipée de beaucoup de chemins, on a une 50aine de kilomètres de chemins dans les réserves qu'on peut découvrir à pied, à vélo, à cheval, donc il y a beaucoup de possibilités de balade dans les réserves. On a des observatoires qu'on a aménagés à gauche à droite, des petits bouts de sentiers nature, ça, c'est pour l'observation nature. Après, si on veut, il y a des plages aussi qui existent dans les réserves qui sont voilà, pour tout le monde. Ce qu'on aimerait bien, c'est que les gens qui aillent sur ces plages se disent « Waouh, je suis dans une réserve naturelle, je viens donc pas avec mon grill, mon flamant rose gonflable, etc. mais je viens juste profiter d'être dans un coin de nature magnifique. » Donc il y a des plages comme ça. Il y a des centres nature qui sont aménagés aux deux bouts de la rive, un à Champitay, un à Cudrefin, qui permettent de découvrir cette réserve avec des guides expérimentés. On a un élément intéressant à Glettrance au milieu, le village lacustre de Glettrance qui accueille aussi plutôt sur des thèmes de l'histoire, l'archéologie. Donc il y a plein de possibilités, il y a des visites guidées qui sont organisées par les offices du tourisme, notamment à l'ADNV, mais aussi Estavayer et Payerne, donc il y a plein de possibilités de la découvrir. Le gros enjeu, c'est que les cantons, quand ils ont créé les réserves naturelles au début des années 2000, ils ont dit ok, on veut protéger la nature et on veut accueillir le public dans ces réserves, pas forcément que dans des activités nature, donc pas seulement pour observer la nature, mais aussi pour aller se baigner, faire de la navigation. Donc les réserves, elles sont conçues pour avoir des secteurs qui sont assez réglementés, avec vous devez rester sur les chemins balisés, on ne peut pas aller partout sur le lac par exemple, puis d'autres secteurs qui sont très ouverts, on peut se baigner, on peut cueillir des champignons, enfin voilà, donc c'est un peu ces deux choses-là. Ça marche très bien, ce compromis marche bien, pour autant que les gens respectent bien aussi les secteurs qui sont un peu plus réglementés. Et puis un des problèmes qu'on a par exemple c'est le paddle, parce que les gens partent à partir des plages autorisées, puis ils arrivent dans les secteurs interdits, et là ils créent des dérangements sur la vie faune, et donc là le compromis il est plus réalisé sur la réserve naturelle. Donc c'est un gros travail de sensibiliser les gens à respecter ces règles. Et pour ça, on doit faire beaucoup de signalétique, on a des ambassadeurs nature qui vont sur le terrain, qui informent les gens, donc voilà, ça c'est un des gros challenges, l'information et que les gens respectent les règles finalement, et une fois que ces règles sont respectées, le challenge marche bien, la réserve est protégée. Ce qu'on voit souvent, c'est que quand on se balade en paddle, on sort des ports où vous avez des oiseaux très communs, la foulque, le canard colvert, etc., qui réagissent pratiquement pas à votre présence. Et puis, dans les réserves, dans les secteurs interdits, vous avez des espèces par contre extrêmement sensibles et qui vont réagir fortement à la présence humaine. On les voit moins forcément puisqu'ils sont dans ces secteurs-là. Alors il y a le grèbe castagneux, il y a le héron pourpré par exemple, ça c'est vraiment une espèce phare de la Grande Caïssé. Et puis là, le héron pourpré par exemple, vous le dérangez 2 ou 3 fois au nid avec un paddle à proximité et il abandonne le nid. Or, c'est une espèce qui niche uniquement dans la Grande Caïssé en Suisse, et chaque année, on a un tiers des nichés qui échouent à cause de présence de gens à proximité des sites de nidification. Donc c'est pour ça que c'est important d'être sensible à ça. Et puis, il y a beaucoup d'endroits sur le lac où on peut naviguer, assez proches des rives d'ailleurs, donc respectons ces quelques secteurs qui sont réservés pour la faune, quoi. On va dire que je pense que la réserve, elle change pas beaucoup, donc
tant mieux, ça veut dire qu'on fait bien notre travail, on arrive à conserver la nature. Il y a quand même des évolutions qui sont au-dessus de ça. Bon, le changement climatique, par exemple, qui est un événement qui se marque avec l'apparition de certaines espèces, la disparition d'autres, mais qui sont des phénomènes qui se passent au niveau européen, voire mondial, et pour lesquels on n'a pas prise. Nous, on essaie de garantir une qualité d'habitat très bonne, mais voilà, il y a des phénomènes qui se passent. On a des espèces d'oiseaux, par exemple, qui étaient bien présentes et qui ont disparu maintenant à cause du changement climatique. Ils sont partis plus au nord. Ça, je ne sais pas si je vous en ai parlé lors de l'entretien. Une des missions qu'on a à l'association de la Grande Carissée, c'est d'essayer de conserver les marais qui ont une tendance naturelle à s'embuissonner. Donc on voit ici une zone de marais avec des buissons, un bouleau, ici un aulne. Et puis ces buissons, si on fait rien, on voit que très vite ça devient des assez gros, et au bout de 10-15 ans, ça peut devenir une forêt en fait. Et puis au moment où la forêt est installée, la végétation de marais disparaît dessous, et toutes les espèces rares qui sont liées à ces zones de marais, elles disparaissent aussi. Donc nous, notre principale mission, donc les espèces les plus rares, elles sont dans le marais, notre principale mission c'est de lutter contre cet embuissonnement. Et c'est pour ce faire qu'on fait différents travaux, dont de la fauche avec une machine spéciale qui nous permet d'éliminer aussi ces buissons par la fauche. Et les marais sont devenus rares en Suisse. On a 90% des marais qui ont disparu les 150 dernières années, donc il faut essayer de conserver les derniers et les espèces qui sont vraiment liées à ça. On le fait en hiver justement pour minimiser les risques, donc on fauche à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février en gros, dans le but d'éviter, alors à cette époque-là on n'a plus d'oiseaux dans les marais, on n'a plus de batraciens, on n'a plus de reptiles, les seules espèces qui restent sont les invertébrés, les insectes, qui s'abritent en fait en général dans la litière comme ça au sol pour passer l'hiver. Alors là évidemment ceux-là on les enlève avec la paille qu'on fauche, par contre on fauche par parcelles, ce qui permet en fait l'année suivante aux espèces de recoloniser les parcelles qu'on a en fait fauchées. Donc c'est un système empirique qu'on a mis en place au début, mais qui était assez précieux. Ça permettait d'éviter qu'on détruise sans le vouloir des espèces rares. Voilà. Donc ça c'est une grenouille qui est en fait une grenouille invasive, une grenouille qui vient de l'Europe de l'Est, qui a été importée à l'époque pour les cuisses. Donc on fait toujours des importations de ces grenouilles-là parce qu'elles sont grosses, donc elles ont des grosses cuisses pour les manger. Puis à partir de ces importations, en fait, ces grenouilles se sont échappées, certaines arrivées se sont échappées et on commence à coloniser un peu la Suisse. Et dans la Grande Carissée, en fait, toute la partie ouest, elle est colonisée par cette grenouille qui a le défaut de faire disparaître les autres. Donc au moment où elle est là, il y a les autres espèces locales, elles disparaissent. Et donc malheureusement on ne peut rien faire. C'est une de ces espèces invasives où c'est impossible de lutter contre maintenant. Par chance, on voit que les espèces locales, elles semblent comme être capables de s'adapter en choisissant des habitats que ne choisissent pas cette espèce-là. Un petit mot sur cette espèce-là, qui est une espèce intéressante, ce qu'on appelle le roseau. Souvent les gens, le roseau, ils croient que c'est cette plante avec le pompon brun qui est au bout. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein. C'est souvent ça qu'on appelle roseau. Et en fait le roseau c'est ça, c'est une plante, c'est une graminée, donc c'est la même famille que le blé, ou voilà. Et c'est une plante qui a des capacités de croissance assez incroyables. Vous voyez, on est début août, et puis on a une plante qui est déjà plus grande que moi, qui part en fait de 1 mètre dans le sol, hein, elle a des rhizomes souterrains dans le sol, puis elle a fait cette tige-là cette année. Et puis elle va encore pouvoir grimper peut-être d'1 mètre, quelque chose comme ça. Donc elle va arriver à une hauteur finale de 4 à 5 mètres. Donc en une année, cette plante, elle arrive à pousser de 5 mètres, ce qui lui en fait des capacités, enfin ce qui en fait un recordman au niveau capacité de croissance. Ça ressemble à des plantes tropicales presque au niveau capacité. Ça veut dire que certaines belles journées d'été, cette plante, elle peut pousser d'à peu près 5 cm par jour. Donc c'est assez impressionnant. Donc vous voyez, ça crée un milieu très dense, comme ici, où on est vraiment dans un habitat extrêmement dense. Et pour les oiseaux, c'est super intéressant. Parce que si vous êtes un oiseau et que vous avez envie d'avoir un nid bien caché, vous pouvez comprendre que ça, c'est un endroit qui se prête super bien. Il n'y aura pas de prédateurs, c'est assez aquatique, hein, dessous. On devine qu'il y a de l'eau. Et donc pour les prédateurs c'est très dense, donc c'est très facile de cacher un nid. Et donc c'est ces endroits-là où on trouve la plus grande densité d'oiseaux nicheurs. C'est les milieux les plus précieux, la roselière, quoi.
On entend plein d'oiseaux là. Je me demande si c'était pas un martin pêcheur qu'on a entendu juste avant, assez fort. Là il y a une oie là-bas, on dirait. Si je ne me trompe pas. Ouais, pas sûr. Non, ça va être un colvert. Alors ça c'est la tour de Champitet, hein, donc la tour du centre ProNatura de Champitet. Il y avait une tour ici qui a été construite au début des années 80, et puis cette tour là elle a été refaite récemment, donc elle a pris la place de l'ancienne tour, et elle a été construite il y a 5-6 ans, sauf erreur, cette nouvelle tour là, sur un projet d'architecte. Et en fait c'est une tour à 3 étages, dont le but c'est de permettre aux gens d'observer la nature en fait. On voit des cygnes, on voit des grèbes huppées, je ne sais pas s'ils sont en train de faire une deuxième nichée. On voit qu'il y a des nids, hein. Vous voyez ces nids flottants sur les nénuphars là. Et je pense que ça a été la chance de ma vie de sortir de mes études en biologie et puis de pouvoir... Moi j'ai été depuis enfant, j'étais actif dans la protection nature, hein. J'étais bénévole à l'époque pour l'association ProNatura, puis aussi pour le WWF. Et je faisais des camps avec les enfants, des camps nature, et puis je suis venu à la biologie parce que j'avais envie de protéger la nature, quoi. Et puis je sors de mes études de biologie et j'ai la chance d'entrer dans un bureau qui s'occupe d'une réserve naturelle comme ça, c'était une chance incroyable. Donc ouais, je pense que la Grande Carissé pour ça, c'est la chance de ma vie, quoi. Avoir pu collaborer à la protection de ce site depuis 30 ans, c'est vraiment merveilleux. Et donc c'est une passion d'une part de travailler dans un site incroyable. Quand on a la chance de se promener dans cet endroit-là, on se dit mon Dieu, mais en plus je suis payé pour faire ça. Donc c'est vraiment un site assez incroyable. Et en plus d'apporter sa petite pierre pour sa conservation. Donc c'est vraiment, je suis très très heureux d'avoir été choisi pour faire ça. Et je m'en lasse pas. Pour les gens qui seraient intéressés, on a sur notre site grandecarissé.ch, on a en fait notamment une carte où on a indiqué tous les points de vue, les chemins. Donc les gens qui veulent découvrir un peu la réserve, c'est une possibilité. Donc je vous invite à aller voir le site de la Grande Carissé, grandecarissé.ch. Alors voilà, c'était Christophe Lenédic et j'espère avoir pu vous présenter un peu les éléments intéressants sur la Grande Carissé.